Je suis office manager indépendante. C'est un métier passionnant et vraiment riche et varié. Donc, à la naissance de mon fils il y a 2 ans, je me suis dit que les contraintes générées par la maternité faisaient que ce n'était pas compatible, en tout cas avec ma conception du travail salarié. C'est bientôt l'arrivée à l'école et justement, c'est le luxe d'amener mon fils et de le reprendre. Récupérer. Si, la première question que j'ai eue, c'est hey, comment je vais faire pour trouver des clients? Et je sais qu'au début, j'ai eu tendance à être trop sympa avec mes clients. Si vous êtes office manager ou assistante administrative, peut-être que l'envie de devenir indépendante, ça vous démange. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir le témoignage de Cécile, qui est office manager, assistante administrative en freelance. Je lui ai demandé de nous raconter un peu son parcours, ce qui l'a poussé à se lancer, les erreurs qu'elle a faites, les choses qu'elle a apprises, comment elle trouve ses clients, qu'est-ce qui lui plaît autant dans son statut d'indépendante. Et donc elle nous raconte tout ça et pourquoi elle s'est entourée d'autres freelances et comment elle organise ses journées de jeune maman freelance. Tout ça avec plein de bonne humeur. Je vous laisse découvrir l'interview, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous parler de plusieurs choses qui vous aideront beaucoup si vous décidez de sauter le pas et de vous lancer à votre tour. Bonjour Cécile. Bonjour Marion. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Alors, je suis Cécile. J'ai créé Wonder Assistance en 2020, en janvier 2020 précisément. Donc, je suis office manager indépendante. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise dans leur gestion du quotidien en entreprise. Donc, ça, c'est un éventail large de compétences, c'est-à-dire ça part de l'administratif classique à la gestion opérationnelle de l'activité. Donc, la préparation de la comptabilité, ça peut être du commercial aussi, du management à proprement parler. C'est vraiment être le bras droit du chef d'entreprise. Alors, en tant qu'indépendante, bien entendu, mais c'est un métier passionnant et vraiment riche et varié. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, c'est un métier que tu exerçais déjà avant, mais en étant salarié. Tout à fait. J'ai 10 ans d'expérience en tant que salarié. Et puis un jour, j'ai dit, allez, il est temps, je me lance. Et est-ce qu'il y a une chose dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, ce qu'il me faut, c'est être indépendante? Bah, disons que je suis très curieuse, très très curieuse de nature et par expérience justement, je n'aime pas être enfermée dans une seule et unique activité. Et là, donc à la naissance de mon fils il y a 2 ans, je me suis dit que les contraintes générées par la maternité faisaient que ce n'était pas compatible, en tout cas avec ma conception du travail salarié. Mhm. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être temps justement de toucher à autre chose et puis de créer mon propre poste de travail, ma propre fiche de poste avec les choses que j'aime justement faire au quotidien et les proposer les proposer à des chefs d'entreprise qui ont ce besoin et cette nécessité. C'est marrant parce qu'il y en a qui ont le cheminement inverse, qui se disent, je suis freelance, mais là, je vais être parent et donc j'ai besoin de plus de sécurité. Je retourne, tant pis, dans le salariat. Alors qu'en fait, bah, le fait d'être indépendant, ça apporte une grande souplesse qui est hyper pratique, quoi. Ouais, bien sûr. Non, non, c'est vraiment une souplesse et puis c'est un luxe, clairement, c'est un luxe. Là, l'hiver arrivant, bon, bah voilà, il y a un petit rhume, on peut se permettre justement de dire, bah aujourd'hui, voilà, je vais devoir être un peu plus souple parce que je dois emmener mon fils chez le médecin, par exemple. Donc, moi, c'est vraiment une grande, grande liberté et puis c'est bientôt l'arrivée à l'école et justement, c'est le luxe d'amener mon fils et de le Le reprendre récupérer. à l'école. Et alors, je vois que t'avais bien identifié les gros avantages de la liberté et de faire plein de choses, d'être un peu un électron libre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des choses quand même qui te freinaient, qui t'effrayaient un petit peu? Si, bien sûr. Parce que justement, c'est pas. Quand es freelance, en fait, tu n'as pas cette notion. Enfin, t'as pas la même notion du risque, en fait. Parce que quand tu es salarié, bon, bah, tu arrives le matin, le lundi matin 9 h, tu poses tes petites fesses sur ton siège et tu sais que si tu es productif ou pas, tu sais que le 30 du Pareil. mois, tu as tes sous, en fait, à la fin du mois. Que là, ben, en tant que freelance, justement, c'est ça qui peut faire carrément peur. C'est que tu te dis, voilà, lundi matin 9 h, si je suis pas motivée, bah, je peux attendre lundi matin 10 h. Mais le souci, c'est que si lundi matin 10 h 30, j'ai toujours pas mis en route la machine, ben, le 30 du mois, voilà. Donc là, l'idée de productivité, voilà, elle est quand même essentielle. Et c'est
clairement quelque chose qui peut faire peur. Et ça, je le comprends parfaitement parce que moi aussi, la première question que j'ai eue, c'est hey, comment je vais faire pour trouver des clients? Parce que compter sur les gens qui te disent dès que tu te lances, t'inquiète, je suis là. Non, il ne faut pas les écouter, ceux-là, en fait. Parce que C'est dans un peu dit en 80% l'air des des cas, fois. voilà, dans 80% des cas, ils trouvent notre projet très, très innovant et formidable. Ils seront là pour nous, sauf qu'en réalité, ils ne sont pas là, en fait. Donc, il faut aller au-devant de tout ça et il faut sortir de sa zone de confort, clairement, clairement. Et du coup, quand tu as décidé de te lancer, c'est quoi la première chose que tu as faite? Mon business plan. OK. C'est Ouais. bien parce que tous les freelances pensent pas à le faire. Mais, tu m'avais parlé d'une structure d'accompagnement, qui t'avait bien aidé au démarrage? Oui, tout à fait. J'ai été accompagnée donc par la BGE. C'est une association qui est présente un peu partout sur le territoire et qui aide et qui accompagne les porteurs de projets dans l'accomplissement et la création de leur entreprise. Donc, on part de l'idée. Parfois, c'est très, très brouillon, hein. On part de l'idée, on construit, on a tout un parcours qui aide à devenir chef d'entreprise, en tout cas, avoir l'état d'esprit de la gestion d'entreprise. Donc, on a des modules de formation et d'accompagnement sur la comptabilité, le choix du statut, la construction d'un business plan, Ah la oui, c'est gestion de complet. trésorerie. Voilà. Ça peut aussi regrouper toute une partie comment dire, d'aspects financiers sur le montage de l'entreprise. Moi, en l'occurrence, je n'avais pas besoin de matériel. Néanmoins, d'autres personnes ont des projets qui nécessitent de l'investissement et donc cette structure nous permet d'avoir des financements, des aides ou le montage comment dire, le montage d'un montage financier, pardon. Donc, Mmh. du coup, ça permet justement d'aider, d'accompagner pour tout au long du parcours, voir si on est capable de porter le projet et de le faire naître, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, c'est vraiment un parcours qui, pour moi, a été hyper bénéfique et qui m'a permis peut-être, en tout cas, j'en suis certaine, d'être là où j'en suis maintenant, en tout cas. D'accord. Et tu viens d'évoquer là, il y a quelques secondes, la question que tu te posais de comment est-ce que je vais trouver des clients? Du coup, ton premier client, tu l'as trouvé comment? Eh bien, premier client, c'est simple. Non, pas du tout, ça n'a pas été simple parce qu'en fait, ça a été une très, très grosse crainte. Moi, j'ai commencé donc officiellement un 15 janvier 2020. Pendant 2 mois, j'ai refait tout ce qui était mon persona marketing. J'ai refait certains aspects trésorerie, finance et compagnie. Puis en fait, un jour, je me dis, ça y est, je suis prête, mon personnage, je l'ai, je vais appeler tous les gens qui correspondent. Sauf qu'en fait, je n'y arrivais pas parce que c'était pas ma cible de cœur. Donc, les Ça valeurs, ok, t'emballait pas tant que ça, en mais ça fait. m'emballait pas d'appeler Gérard le plombier, en fait. Enfin, D'accord. c'était pas du tout la personne avec qui j'avais envie de travailler. Et donc, ça se ressentait, ma prospection, c'était devenu un boulet. Et donc, le lundi matin, 9h, j'avais pas envie de prospecter. Le lundi matin, 10h, toujours pas. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une, une crainte, en fait, une phobie, clairement. Et puis tout bêtement, j'ai rejoint des groupes d'entraide d'assistantes de direction freelance ou pas. Et puis un matin du mois de juin, je précise tout de même le cheminement. Un matin du mois de juin, en fait, j'ai vu une annonce qui me dit coucou, voilà, j'ai un de mes clients qui cherche quelqu'un pour travailler sur site. C'est tout de suite, c'est maintenant, il faut l'appeler. Je dis bon, écoute, Je prends allez, mon j'y vais. téléphone. J'y vais, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit c'est bon, c'est le moment, les planètes sont alignées, c'est parti mon kiki. Et j'ai téléphoné. En fait, j'ai décroché un contrat, un gros contrat. Donc, ça a été mon tout premier gros client pour lequel j'ai travaillé. Et en fait, ça a levé une barrière parce que du coup, on n'y croit pas, mais les lois d'attraction, c'est formidable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini cette première mission de 3 semaines avec ce client, j'ai deux autres qui sont arrivés, puis deux autres, et ça n'a pas arrêté. D'accord, OK. Bah, donc c'est important de travailler son réseau, on est nombreux chez les freelances à finalement trouver des missions grâce aux autres freelances, Oui, heu, qui pourraient être considérés comme nos concurrents, mais il faut pas forcément le voir comme ça finalement. ouais, je suis entièrement d'accord parce qu'au départ, on a cette culture. Alors, est-ce que c'est propre aux Français? Je ne sais pas, mais on a cette culture de la concurrence. C'est-à-dire que quand on fait un business plan, on étudie la concurrence.
Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que dans notre domaine d'activité, il faut les voir plutôt comme des collaborateurs. Parce Mm. qu'au final, j'ai rencontré 4 personnes formidables, dont une personne qui est chère à ma vie professionnelle, en tout cas, que j'ai rencontrée grâce à du réseau professionnel et qui est une personne avec qui j'adore travailler en collaboration. On s'échange, entre guillemets, de la prestation parce que certains moments, c'est hors de mes compétences. Parfois, c'est elle qui a besoin de mes compétences. Donc, du coup, il y a vraiment un travail en collaboration et en bonne intelligence. Et je me suis rendu compte que justement, il était plutôt préférable d'avoir un vivier de collaborateurs pour de l'entraide plutôt que de dire, Mm. voilà, machin, c'est ma concurrente. Bah, en fait, non, parce que là, notamment, je le vois, j'ai eu cette chance d'avoir une année très riche et débordante de travail, justement, d'activité. Ben, en fait, lorsqu'on est arrivé le 23 décembre, je me dis, hey, je suis fatiguée, je vais prendre des vacances. J'ai pas pu prendre de vacances parce que du coup, j'ai eu énormément de travail. Et là, pour l'année 2021, j'aimerais pouvoir avoir une collaboratrice à temps complet, en fait, pour pouvoir déléguer. Ça, c'est Ouais. important. Donc non, il n'y a pas de concurrent. En tout cas, je le vois pas de cette façon-là. Ouais, ça me paraît important parce que des fois, c'est des gens qui peuvent nous apporter des missions. Alors, il y a des fois parce qu'on est complémentaires au niveau des compétences, puis des fois, il y a le planning aussi. On te demande quelque chose, t'es pas du tout dispo. C'est mieux de donner le contact de quelqu'un d'autre plutôt que de dire non. Et en plus, ce quelqu'un d'autre, peut-être qu'il te renverra l'ascenseur plus tard. Et Mhm. c'est hyper vertueux, quoi. Et au-delà de ça, on travaille tout seul. C'est bien d'avoir des gens à qui on peut poser des questions, avec qui on peut s'entraider. C'est Ouais, important, clairement, ça. je suis entièrement d'accord, sachant qu'en plus, on peut pas, enfin, nos journées font 24 heures, donc en fait, on peut accepter de la clientèle parce qu'on a besoin de gagner de l'argent aussi et puis de faire ce qu'on aime, hein, parce que bon, c'est quand même aussi hyper important. Néanmoins, voilà, on n'a que 24 heures et au bout d'un moment, ben, il faut pouvoir se concentrer aussi sur les choses inhérentes à notre activité parce que Mm. souvent, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Et de fait de travailler pour les clients, on a moins de temps pour nous aussi. Et là, notamment, j'y pense parce que ça m'arrive là en ce moment, c'est la perte d'un client, tout simplement. Moi, j'ai un client qui représentait un gros volume horaire que je suis en train de perdre parce que du coup, il part sur du recrutement et c'est très bien, c'est que son activité fonctionne bien. Néanmoins, moi, je me rends compte que la perte d'un gros client, c'est du chiffre d'affaires en moins. Mais le fait de lui avoir apporté du temps qui n'était pas pour moi de la production pour moi, mon activité, du coup, c'est du temps de prospection que je n'ai pas eu. Ouais. Donc, du coup, maintenant, il faut que j'aille à la pêche de nouveaux clients, en fait, pour combler ce manque financier, finalement. Donc, voilà, c'est important aussi. Il faut y penser. Il faut y Ouais, penser. Se garder du temps pour soi, c'est hyper important. je suis d'accord. Et est-ce que, il y a une erreur, que tu as faite, à ton démarrage, à laquelle tu repenses Euh, souvent? ouais, ouais, ouais. Justement, de ne pas prendre le temps. Ah! Pas prendre tout le temps. Non, oui, il y a forcément cette idée aussi. Et puis, la volonté de bien faire, parce que je suis comme ça. Après, c'est peut-être propre aussi à d'autres personnes. Mais le fait de vouloir bien faire, parfois, on fait trop. Et le trop, parfois, c'est l'ennemi du bien. Donc, c'est d'être trop enjoué, trop la tête dans le guidon. Et on oublie, on s'oublie et on oublie l'essentiel parfois, et qui sont ses propres valeurs, quoi, tout simplement. Et Ouais, ça, c'est hyper important de se recentrer et de penser à soi, justement. ouais, ouais, je veux bien te croire. Et qu'est-ce que tu as appris dans tes premières missions? Est-ce qu'il y a des leçons que tu en as tirées et qui te servent aujourd'hui dans ton quotidien? Oui, oui. On est là pour faire du business. On est freelance, on a un métier passion, en tout cas, je l'espère. On a un métier passion. Il faut pas oublier qu'on c'est pas une marotte en fait. On est là quand même pour gagner de l'argent aussi. Et je sais qu'au début, j'ai eu tendance à être trop sympa avec mes clients. C'est-à-dire que avant même qu'on me demande une négociation commerciale, c'est moi qui offrais le tarif en fait. Je dis non, mais ok, d'accord, je veux bien travailler, je vous fais un rabais. Sauf qu'en fait, non, c'est pas ça. Non, surtout pas. Si le tarif qu'on propose, c'est le tarif qui est juste, déjà d'une part, de notre point de vue, et si le client ne le discute pas, mais ne baisse pas ton tarif, quoi. C'est ça. Donc, Déjà, faut pas toujours accepter de le baisser quand on nous le demande, mais si on nous le demande pas, si les gens ont lu ton dernier article et ta dernière vidéo à ce sujet, très bien.
Mais oui, en effet, non, surtout pas. Il faut rester en adéquation avec ses valeurs. Et l'erreur que j'ai faite, c'est au début, justement, pour avoir ces fameux premiers clients, bah, j'étais prête à tout presque, en Mm. fait, finalement. Donc là, Ouais, c'est un peu le surtout pas. piège. Surtout pas. On a ce luxe d'être indépendant. Ok, il faut manger. Ok, il faut gagner de l'argent. Mais non, il faut rester soi-même. Si tu trouves que ton tarif, c'est ton tarif, mais tu le laisses comme ça. Tu peux consentir à un rabais si tu estimes que pourquoi pas, parce que la personne va te faire du volume horaire, de la récurrence, ok. Mais ça s'arrête là. Si c'est pour 2 heures semaine, bah non, non, non. C'est ton tarif, c'est ton tarif. Et donc, c'est l'erreur. Si je devais reparler à la Cécile d'il y a un an, non, baisse pas ton tarif. Oui, c'est important. Et alors, du coup, dans les choses qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, euh, tu travailles beaucoup sur de l'administratif et bon, c'est hyper vaste, quoi. Alors, comment est-ce que tu fais quand un client te demande des choses qui, pour toi, sont pas dans tes compétences, sont pas dans les choses que tu veux ou que tu aimes faire? Hum, alors, j'ai envie de distinguer deux choses. Ça m'est déjà arrivé d'accepter des missions que j'aime pas du tout faire. Parce que, non pas parce que j'ai les compétences ou pas les compétences, c'est juste que bon, c'est propre à mon activité aussi. Par exemple, ça peut être du tri de courrier. Honnêtement, c'est chiant. Tout le monde déteste ça, mais il faut le faire. Et c'est pas quelque chose qui mobilise beaucoup de compétences intellectuelles, mais néanmoins qui sont nécessaires. Bon, je le fais, c'est pas la question. En revanche, si par exemple, et ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé de demander un coup de pouce sur une formule Excel, par exemple. C'est tout bête. Enfin, je maîtrise Excel, c'est pas la question, mais la recherche et le tableau de bord que je devais créer était plus complexe que ce que j'imaginais. Et donc, j'ai eu besoin de faire appel à une collaboratrice parce que justement, j'avais besoin de ce coup de pouce. Après, c'est déjà arrivé aussi. Je me revendique pas spécialisée dans telle ou telle activité, mais disons que j'ai certains attraits qui, pour moi, sont plutôt sur le commerce et l'opérationnel, la gestion propre de Oui. l'entreprise. Bon, il y a des assistantes qui sont spécialisées en juridique, par exemple. Bon, si j'ai pas les compétences parce que je sens que ça dépasse ce que je suis capable de faire, je délègue. Donc, je pense que c'est la meilleure chose. Plutôt que de s'enfermer dans une situation qui va se compliquer, Mm. je préfère déléguer quand c'est comme ça. C'est pour moi le plus simple et puis le plus honnête aussi vis-à-vis du client. Du coup, quand tu dis que tu délègues, c'est que tu as des gens, des partenaires avec lesquels tu travailles qui vont faire ça pour toi, tu vas le facturer au client et puis la personne te refacture sur ce qu'elle a fait ou... Oui, alors notamment, je pense à ma collaboratrice Amélia, avec qui je travaille énormément et que j'apprécie. Bah, disons que dernièrement, elle m'a proposé un de ses clients en fait qui avait besoin d'aide pour de la préparation comptable. Donc, disons que elle, c'est peut-être pas son fort. Donc, elle me l'a proposé et dans ces cas-là, on se fait un contrat de collaborateur, en fait, d'apporteur d'affaires. D'accord. Donc, on a cette tendance à fonctionner de cette façon. Et ensuite, pareil, j'ai une autre personne avec qui je travaille en collaboration où c'est plutôt de l'apporteur d'affaires plutôt Ouais. qu'un contrat de délégation. En fait, on préfère fonctionner comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Son client reste son client, mais néanmoins, on travaille en équipe. Mm. Donc, c'était plus simple de faire de cette façon, plutôt que de dire bah, je vous envoie machin et puis gna gna gna, enfin, ou faire deux factures. Là, non, c'était plus simple de procéder comme ça, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'aujourd'hui ton activité, elle tourne bien? Ben, je pense qu'il y a un réel essor et un réel besoin. Euh, Dans un premier temps, lorsque j'ai fait mon étude de marché, donc il y a maintenant plus de 2 ans et demi, T'as fait ça euh, sérieusement, hein, quand même. Étude de marché, business plan, c'est mais je bien. ne pouvais pas concevoir monter mon entreprise comme ça avec tiens, je vais sur l'URSSAF et je crée mon entreprise. Non, 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 j'ai vraiment bossé dur. Du coup, je voulais pas concevoir et je peux pas concevoir en fait ne pas faire cette étude de marché. Et là, en l'occurrence, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. C'est-à-dire que en rencontrant des entrepreneurs dans mon entourage, puis même les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, je me suis rendu compte que ils avaient des besoins
Mais la réglementation fait qu'on ne peut pas embaucher quelqu'un en CDD ou en CDI à moins de 25 heures semaine. C'est la loi, c'est comme ça. Mais parfois, ce besoin, il est beaucoup plus élevé que ce que la personne a réellement besoin. Donc, je me suis dit, comment on peut pallier à ça? Et puis, en cherchant, en me renseignant, et puis en faisant ce questionnaire marketing, je me suis rendu compte que il y a plein d'entrepreneurs ou même d'artisans, de professions libérales qui se lancent, qui bossent dur, 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 mais qui ont besoin d'aide aussi, qui ont besoin de déléguer parce qu'ils sont experts dans leur domaine d'activité, mais ils ont besoin de ce fameux coup de main pour la gestion de leur activité. Donc, on pourrait se dire, bon, voilà, vas-y, l'administratif, c'est pas compliqué, ou le commercial, ou voilà. Mais oui, mais sauf qu'en fait, ça paraît simple comme ça, mais en fait, chacun son expertise. Enfin, je veux dire, moi, demain, tu me lances sur Photoshop pour faire de la retouche photo. Ben, non, enfin, je vais appeler quelqu'un pour le faire parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents et j'aurais vraiment de vendre ça à un de mes clients, en tout cas. Je comprends. Et est-ce qu'il y a un moment particulièrement cool que tu te souviens d'avoir vécu dans cette toute nouvelle vie de freelance? Le premier chèque encaissé. Ah, ah, t'as quand même des clients qui te payent par chèque. Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, ouais. Non, je pense que le premier moment, vraiment le plus cool, 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 c'est plutôt la signature du premier devis, en fait. Le Ouais, premier devis que tu fais et qui te revient signé et qui te dit tu commences demain. Et ça, ouais. waouh, ça, Ça y est, j'ai un client, je suis vraiment freelance. C'est ça, c'est ça. Et quand tu as la compte, forcément, c'est encore mieux. Mais C'est mieux, je suis d'accord. Et comment tu organises tes journées? En gros, dans ton quotidien, ça se passe comment? Parce que là, je vois que tu es dans un bel espace de coworking. Est-ce que tu es toujours là-bas? alors, oui, non. J'ai deux cas de figure. J'ai cette particularité de travailler en fait sur site. Je travaille rarement chez moi. Ouais, Je me déplace en entreprise pour la simple et bonne raison que ça favorise le contact humain, déjà d'une part, surtout actuellement. Et puis, ça favorise aussi la confiance parce que lorsqu'on est dans des professions dites externalisées, c'est pas toujours simple en fait d'entrer dans une entreprise en tant ouais. qu'indépendant. Donc, pour moi, travailler sur site, c'était vraiment le gage d'une relation professionnelle de confiance et Oui, puis puis tu aussi as la peut-être aussi possibilité. accès à des documents un Voilà, peu sensibles. c'est ça. Moi, c'est pas mon cas, par exemple. J'ai rarement accès à des données qui sont sensibles ou qui pourraient être confidentielles. C'est mon cas. C'est mon cas, notamment sur tout ce qui est aspect comptabilité, même si je ne fais pas de comptabilité pure et dure, mais je gère quand même des factures et puis des dossiers clients pour certaines professions qui, pour moi, sont sensibles. Je pourrais travailler avec un VPN et puis du Google Drive et compagnie, mais c'est tellement vite piratable que, à mon sens, je préfère en tout cas avoir cette relation de confiance. Et puis pour la gestion de documents aussi, c'est toujours plus simple de les avoir sous la main plutôt que de faire un petit scan par-ci, un petit scan par-là et perdre justement 10 minutes, quoi. Ouais. Donc, j'ai cette préférence en tout cas de travailler sur site. En revanche, lorsque je ne suis pas en clientèle, j'ai une organisation qui est complètement différente. C'est-à-dire que le lundi matin, à 9 heures, je ne fais pas de prospection, notamment. J'organise plutôt ma semaine. Et je prépare tout ce qui est ma propre comptabilité, justement. Je prépare tout ce qui est lancement de ma semaine ou de mon mois, notamment avec mes objectifs. Aussi humbles peuvent-ils être. Et puis, je prépare justement ma prospection pour la semaine, les rendez-vous que je pourrais avoir. Je fais mon suivi de vie, mon suivi financier, et je travaille aussi sur d'autres projets professionnels pour développer mon activité. D'accord, ok. Et est-ce que aujourd'hui tu regrettes ton choix? Est-ce que tu te dis, bah, je retournerai peut-être vers le salariat ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'y ai pensé justement lorsque j'ai su que je perdais ce fameux gros client. Je Ouais, me suis dit, mais comment tu vas faire pour t'en sortir, sachant que bon, j'ai fait ce choix
je vais pas dire une profession Kleenex parce que c'est pas le cas. Enfin, je fais du service sans engagement. Donc, je peux pas dire à mon client, je veux 3 mois de préavis quand vous vous débarrassez de moi. Non, je peux pas faire ça. Enfin, en tout cas, je le conçois pas de cette façon. Non, puis c'est Donc, aussi pour notre souplesse et notre flexibilité que les clients travaillent avec des freelances. Donc, c'est ça, exactement, exactement. Donc, je ne me voyais pas, je me voyais pas dire, oh là là, dis donc, il y a un délai de prévenance. Bah non, pas du tout. Moi, il m'a dit, ah, on est le 23 décembre, le 1er janvier, j'ai plus besoin. Donc, j'aurais pu me dire, écoute, Cécile, tant pis, postule ailleurs. Et puis, mais la mort non, dans l'âme. non, j'ai dit non, 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 plus jamais. Enfin, non, on peut pas dire jamais, mais surtout dans le contexte actuel. Mais non, j'ai du mal à me reprojeter en tant que salariée. Enfin, vraiment, j'ai pas travaillé autant et si dur sur mon bébé, en fait, sur ce projet qui marche très bien pour finalement, au bout d'1 an, 2 ans, dire bah non, je retourne dans le salariat. Non, je le conçois pas en tout cas. Je m'éclate beaucoup trop. Des coups durs, on en connaît tous et on en connaîtra tous, hein, je pense. Il faut Ouais. arriver à savoir rebondir. Après, c'est vrai que c'est un peu rude, là, le client qui te dit c'est le dernier mois, dans une semaine, c'est fini. C'est un peu dur. Ouais, clairement, c'est brutal, c'est dur, mais je Mais pense rien que n'est jamais acquis, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment à propos de ces grosses missions qu'on peut accepter, qui nous laissent peu de temps pour travailler sur notre Faut être activité. vigilant sur ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment, si j'avais un seul et unique conseil à donner, c'est vraiment, voilà, pense à toi, pense à ton activité et ne perds pas ce peu de moments que tu pourrais avoir pour consolider ton noyau client et pour avoir ce petit vivier qui gravite autour de toi et qui peut t'apporter de l'affaire et du business si tu perds ce gros client en fait finalement. Et ça, Oui, c'est puis hyper avoir important. un gros client, du coup, c'est aussi se rendre dépendant parce que on veut pas prendre le risque de le perdre. Donc ça veut dire qu'on va accepter des choses qu'on ne devrait pas, qu'on revient un petit peu dans un rapport de force comme on l'a connu dans le salariat finalement. Exactement, exactement. Et ça, c'est le piège. C'est le piège, justement. Voilà, il faut être capable aussi de faire la part des choses et puis de se dire, voilà, je suis indépendante, je ne suis plus salariée. Donc, c'est à moi d'aller chercher mon business, mais c'est aussi à moi de fixer les règles du jeu et de ne pas être dépendant, de ne pas avoir cette relation ouais, de codépendance avec pas l'employeur, puisque du coup, c'est plus le monde, mais en tout cas avec le patron avec qui Avec on le travaille, client. du coup. Ouais. Voilà, avec le client, du coup. Mais ouais, c'est hyper important. Ça, il faut pas l'oublier. Ouais. Bah, du coup, au bout d'1 an, j'ai l'impression que le bilan est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton activité maintenant? La même réussite, en tout cas. Non, je suis très, très satisfaite. 2020 a été une année très, très rude, en tout cas pour énormément d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, salariées ou non, hein. Une grosse, grosse année difficile et qui n'est pas encore fini finalement sur les conséquences que ça va avoir. Néanmoins, moi, je suis très, très satisfaite parce que malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et bah, ça a fait mon essor justement et l'explosion de mon activité. Donc, le Covid, bon, c'est douloureux, c'est compliqué, en tout cas à titre personnel. Néanmoins, je pense qu'il est possible de tirer son épingle du jeu selon son activité et de pouvoir s'en sortir. Et je pense que c'est l'occasion de se renouveler aussi et de trouver d'autres alternatives pour développer son activité. Et puis, pour 2021, ouais, j'espère en tout cas avoir la même réussite. Ouais, j'espère. Bah, c'est tout le mal que je te souhaite alors. Je te remercie Merci. d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions et j'espère que bah, ton témoignage va pouvoir convaincre plein de personnes comme toi qui font de l'administratif, qui s'ennuient un petit peu dans leur vie de salarié et qui aimeraient se lancer à leur compte. Moi, j'espère en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et vraiment, ouais, ouais, vraiment, je souhaite à toutes les personnes en tout cas qui ont cette fibre et qui ont cette passion pour en tout cas leur boulot. Si l'indépendance, c'est le truc, il faut tenter l'expérience en tout cas. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure, vraiment. Complètement. Bah, merci beaucoup. De rien.
Salut Marion. C'était super chouette de parler avec Cécile. J'espère que vous avez aimé partager ce moment avec nous. Alors Cécile, elle s'est lancée alors qu'elle venait juste d'avoir un bébé. C'est la preuve que vraiment, il n'y a pas de moment idéal pour se lancer en freelance. Quand vous en avez envie, il faut vous créer les conditions pour pouvoir le faire. C'est surtout travailler votre réseau, entourez-vous des bonnes personnes, ça va énormément vous aider dans votre développement commercial et aussi sur tout le reste. Si ça vous a plu, si ça vous a convaincu de vous lancer, il y a deux choses que je veux évoquer avec vous. La première, c'est que je publie énormément de contenu qui va vous aider dans votre démarrage. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a des articles sur le blog super-freelance.com, il y a la boîte à outils aussi sur laquelle vous allez trouver pas mal de documents à télécharger qui vont vous aider. Et puis tous les lundis midi, je suis sur YouTube Live pour la permanence des freelances. Vous pouvez vous connecter et me poser toutes vos questions sur le freelancing. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la formation que je propose pour démarrer votre activité freelance, réussir et donc créer une activité qui va marcher et qui va durer. Alors cette formation, elle se déroule 100% à distance, elle est finançable par exemple dans le cadre de votre CPF ou par Pôle emploi et on y aborde les piliers de votre activité durable. Donc on va voir ensemble comment construire votre projet, on va construire ensemble votre offre, on va définir vos tarifs, on va définir aussi votre stratégie commerciale, comment vous allez trouver des clients, comment vous allez les garder. On va parler également de votre organisation et on va parler également d'une chose que vous connaissez et que vous aimez, c'est votre administratif. Je vous invite à aller regarder tout de suite la page de présentation de la formation, je vous mets le lien juste sous la vidéo. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir et si jamais vous avez des questions, évidemment vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt.